Très bien, merci et à toutes et tous. J'ai noté que vous ne dites pas professeur, comme désormais on dit en France, on utilise auteur, professeur. Mais en Turquie, on utilise surtout les titres académiques. Oui, Pareil, mais en Turquie, on utilise le féminin maintenant. Ah oui, d'accord. La professeure. Et non, parce que une fois, j'étais engueulée par une professeure en allemand qui m'a dit, bah, vous vous présentez comme professeur, mais vous êtes une professeure. Et voilà. Donc, c'est question de susceptibilité qu'on a affronté avec Denis, où est-il, à Urbino il y a 2 ans. Et donc, oui, je vais parler un peu de la nostalgie liée à la ville et je vais aussi prendre les risques de vous parler d'un écrivain que c'est turc, que vous connaissez très bien, que c'est Orhan Pamuk, que j'aime bien et que je trouvais c'est très intéressant à propos de ces sujets. Et donc, la première partie, je vais reprendre un peu la problématique des passions et de l'analyse des passions. Et dans la deuxième partie, je vais voir 2 différentes issues de la nostalgie. C'est-à-dire que la nostalgie peut être un sentiment qui, comme nous le verrons dans l'analyse de Greimas, conduit à la perte de soi, ou bien peut être un sentiment qui va donner une poussée à l'existence et un changement qui peut être aussi positif et intéressant. Et donc, mon analyse part du constat qu'aujourd'hui, la nostalgie est un sentiment très répandu. Et peut-être pour les sentiments qu'on dit la fin de l'histoire, d'un présent fatigant et d'un avenir chargé d'hypothèques. Mais la nostalgie est aujourd'hui une attitude répandue et omniprésente, habilement exploitée par l'industrie de la consommation, par l'industrie culturelle et autres. Elle prend diverses dénominations, telles que vintage, ou en italien retromania, même si, à regarder de plus près, un noyau sémantique commun demeure derrière les variations terminologiques, et étant donné que, comme nous le savons, les sentiments et les passions sont également sujets à des variations et des variétés qui répondent aux goûts et aux humeurs de l'époque dans laquelle ils sont détectés comme significatifs, voire dominants. Et ces traits de relativisme culturel étaient très clairs pour Greimas lorsqu'il déclarait ouvertement, par exemple, que ses études sur le lexique des passions, à partir des définitions des dictionnaires ou des textes littéraires, rendaient hommage à la francité de l'origine, indiquant implicitement que la meilleure façon d'aspirer à la généralité résidait avant tout dans la méthode et dans la comparaison des contextes différents. Et nous, ici, nous proposons un rapide excursus dans l'histoire culturelle pour glisser dans les contemporaines après et enregistrer, surtout à travers l'œuvre de
Orhan Pamuk est par contre l'œuvre d'une personne de cinéma, d'un metteur en scène de cinéma, c'est-à-dire de Woody Allen, ce qui nous apparaît un cas intéressant d'essor de la nostalgie. Dans le cas en particulier de Orhan Pamuk, nous allons voir comment effectivement la nostalgie est une nostalgie très liée à la ville et ce qui donnera lieu à la construction, comme vous le savez, peut-être, j'espère, les musées de l'innocence. Et tandis que dans le cas de Woody Allen, nous sommes dans les champs plus disons, précis de la nostalgie médiale ou médiatique. Je ne sais pas comment on dit correctement. C'est-à-dire une nostalgie qui a comme sujet les médias, les chansons, les films, l'ambiance culturelle médiatisée d'autrefois. Mais dans les deux cas, nous allons voir comment on peut avoir deux différentes voies de la nostalgie. C'est une nostalgie qui porte, comme je le disais, à la fin du sujet, à sa défaite, ou bien comme c'est-à-dire un désenchantement et un repli intimiste, mais de l'autre côté comme un tremplin nécessaire pour une reconversion existentielle plus confortable, peut-être euphorique, dans le cas de Woody Allen sûrement, bien qu'ironique. Alors, parce que je voulais pas faire une communication trop nostalgique et trop triste, donc je vais finir par un peu de comicité. Alors, je parle de ce qui affirme Jean Starobinski, que c'est un grand critique littéraire, quand il affirme que la reconstitution de l'histoire des sentiments ou des passions n'est possible qu'à travers les mots qui les expriment. Ça, je trouve intéressant point de vue de la façon dont les sémioticiens ont commencé à traiter ces sujets, parce que vous vous rappelez que les premières analyses sur les passions, ce sont la passion de la colère et la passion justement de nostalgie, se sont faites à partir du lexique des passions. Et justement, Starobinski dit que les sentiments comme les mots ont en effet une histoire, car ils sont les moyens par lesquels les différentes cultures et époques identifient et découpent les champs de l'affectivité et de la sensibilité humaine. Et oui, ce matin, justement, Denis Bertrand nous a montré comment l'univers, disons, est traversé par des grilles sémantiques, et la même chose nous arrive avec les sentiments et les affects et après les passions. Et pour Starobinski, donc, tout ça n'est plus accessible qu'à partir du moment où tout ça est manifesté verbalement ou par tout autre moyen d'expression. Pour les critiques, pour l'historien, un sentiment n'existe pas que lorsqu'il a franchi le seuil qui le rend accessible à son statut linguistique.
Nous ne pouvons rien saisir d'un sentiment au-delà du moment où il est nommé, où il est désigné et exprimé. Il est donc intéressant de retracer brièvement l'histoire de la nostalgie qui, en tant qu'élément lexical, remplace et épuise progressivement ce qui la précède et dont elle est en partie synonyme. Historiquement, ces sentiments, ou plutôt les termes qui l'identifient, a d'abord été une maladie. Par analogie avec la mélancolie, qui est voisine, avec laquelle ne se confond ou avec laquelle se confond ou se superpose souvent. C'est un jeune médecin suisse, Johannes Hofer, qui a présenté pour la première fois une thèse à Bâle en 1688, inventant ces nouveaux mots du grec nostos, retour, et algos, douleur, qu'il proposait pour remplacer l'allemand Heimweh, et qui s'est ajouté à d'autres expressions dans différentes langues, telles que mal du pays, regret, ignoranza, saudade, et à l'ancien desiderium patriae, dont Ulysse est le représentant le plus célèbre. Des Heimweh on mourait. Ce sont surtout les soldats suisses chassés de leur village des montagnes et cantonnés dans des garnisons lointaines, dans des pays, des langues et des sons étrangers, qui sont morts. C'est pour cette raison qu'ils ont déserté et que les autorités ont dû s'inquiéter. Les remèdes les plus sûrs, en fin de compte, étaient littéralement les retours au pays, sous forme d'un congé ou d'une promesse de congé. Hofer cherche les causes morales d'une maladie physique et les identifie dans l'obsession pernicieuse du familier. Jean-Jacques Rousseau, lui aussi, parlait de l'enfermement du domestique, entendu comme ce que l'on ne possède que, même s'il est d'une grande pauvreté. L'importance et la valeur identitaire de ces derniers étaient soulignés pour les malades par leur contact avec, par exemple, la richesse chez les patrons où ils étaient envoyés, et en tout cas avec des mondes inaccessibles dans lesquels il en venait à occuper des positions socialement inférieures comme soldats simples, valets, serviteurs, dans l'éloignement de leur propre contexte social et de la reconnaissance qu'il leur communiquait dès la naissance. Et dans cette pathologie, on attribuait une grande importance aux images et aux sons étrangers et dérangeants, comme les sons des langues inconnues dans les pays étrangers. D'autre part, les chansons populaires comme les rances des vaches, l'appel des corps pastoraux typiques des vallées suisses, étaient capables de déclencher des pleurs et des maladies, comme les retours du propre et du connu à l'étranger et à l'inconnu. À tel point que ces airs et chansons étaient interdits aux militaires. Et un autre médecin, Philippe Pinel, écrivait plus d'un siècle plus tard, 1821, « La nostalgie, je cite, dépend d'une infinité de causes, telles que les pertes sérieuses, les projets de succès manqués, les ambitions frustrées, les angoisses causées par la jalousie, les amours malheureuses, les besoins de s'éloigner de son centre d'intérêt, l'incertitude sur son sort futur. » Là encore, le seul remède indiqué est le retour au pays. Ce que les exilés, les prisonniers, les immigrés ne pouvaient pas faire, contraints de s'identifier
aux Juifs des psaumes 137 de la Bible qui accrochaient leurs harpes au sol, super flumina Babylonis sedimus et flevismus. Progressivement, cet état de tristesse et d'angoisse va toucher non seulement les soldats, mais tous ceux qui connaissent l'éloignement en toute saison, en tout pays, en tout tempérament, à tout âge. Il passera ainsi de l'ordre médical à celui plus large des sentiments. Il sera par exemple une passion typique du romantisme. Et plus tard encore, la nostalgie sera étudiée en psychanalyse par Jung, par exemple, et même par les philosophes. Jaspers lui consacrera une thèse. Et soumise au traitement des poètes et des écrivains, la nostalgie du pays lointain devient la nostalgie du pays jamais connu, comme dans les vers de Baudelaire, qui dans Splendide de Paris, parle des nostalgies des pays et des bonheurs inconnus. Et, comme peut-être vous vous souvenez, même Emma Bovary, quelques années plus tôt, 1857, s'imaginait refaire sa vie en s'enfouillant avec les chanteurs d'opéra qu'elle écoutait pour débarquer sur une île lointaine et tout à fait exotique. C'est-à-dire que la nostalgie a pratiquement signifié le contraire de celle que signifiait à l'origine, selon un intéressant phénomène de renversement rhétorique. Au début, c'était les manques du pays natal et petit à petit devient les manques d'un pays qu'on n'a jamais connu. D'où les caractéristiques de la contamination sémantique dispersive. La nostalgie, en fin de compte, peut avoir, c'est un écrivain italien qui s'appelle Antonio Prete, qui, je vais citer, qui a beaucoup étudié l'histoire de la nostalgie, peut avoir pour objet Ithaque, l'Éden, la langue prébabilienne, l'enfance, les bons vieux temps, la frugalité des mœurs et, par un violent oxymore, même l'avenir. Typiquement, de toutes les manières, ce type de nostalgie se concentre sur le lieu de naissance et sur les discours de la mère, pour passer de l'espace au temps, le temps de la jeunesse. Comme l'observait déjà Immanuel Kant dans son anthropologie pragmatique, repris plus tard par Kierkegaard, l'expérience du retour est aussi une cause de désillusion. Non seulement le lieu dans lequel nous revenons a changé, mais en observant ces changements, on se rend compte que le temps de la jeunesse est à jamais révolu. En réalité, cela n'est pas nécessaire, car l'essence des sentiments et des passions se dévoile dans des configurations où certaines voies sémantiques, apparemment exclues, restent parfois à l'arrière-plan de la potentialité, mais ne sont pas impossibles. Ce qui illustre, par exemple, un film assez récent de Mario Martone, un metteur en scène italien très réputé, qui s'appelle justement Nostalgia, qui est une traduction intersémiotique d'un roman de Herman Norea, où le héros, qui s'appelle Félix, à dessin, revient à Naples après une longue absence et se réjouit de trouver tout exactement comme il l'avait laissé. Il entreprend de revenir et de renouer à la fois avec la ville et avec sa propre jeunesse, et y parvient presque. Mais d'autres gens décideront si c'est possible ou impossible, et peut-être le résultat ne changera pas. Une distinction importante qu'il convient au moins de mentionner
est celle qui existe entre une nostalgie auto-réflexive, c'est-à-dire concernant principalement un sujet et ses affaires personnelles, et une nostalgie collective, politiquement orientée, qui se tourne vers les régimes du passé avec des désirs de restauration, d'où l'épithète nostalgique. Pardon, j'ai oublié de faire passer là. Dans le sens de ce que dit Starobinsky, à savoir l'importance d'étudier les sentiments et les passions à partir des termes qu'il les désigne, va évidemment la proposition d'analyse lexicale de Greimas, qui, il ne faut pas l'oublier, a commencé et terminé sa carrière comme lexicographe et éditeur de dictionnaires. Son idée de l'analyse sémantique des passions est que, comme substance, les définitions données par le vocabulaire des différentes langues synthétisent ce qu'une culture veut dire à propos d'un sentiment ou d'une passion donnée. Cette synthèse, de manière imparfaite, résume dans une sorte de micro-narration les différentes étapes qui ont conduit un sujet à l'état d'esprit indiqué par les termes en question et indique également les différentes possibilités auxquelles le sujet est confronté pour en faire l'expérience. Dans le cas de la nostalgie, il est clair que l'hypothèse est de considérer un sujet qui se trouve séparé de son objet de désir et donc des valeurs, avec lesquels il était autrefois au contraire uni, joint, et donc dans un état de manque. Au manque, qui en soi est dysphorique, c'est-à-dire désagréable, s'ajoute la conscience d'une perte irréparable, qui se traduit aussi sur le plan physique par un sentiment de perte progressive d'énergie et d'intérêt pour le présent et ses affaires, dans un état de langueur qui va jusqu'à la mise en danger de la vie. L'analyse très précise de Greimas met en évidence les différentes possibilités à l'origine de la nostalgie, au point de nous montrer comme chaque sentiment ou passion est en fait une configuration plus large des sentiments potentiels qui peuvent se développer dans des directions très différentes. Elle souligne également l'importance du temps et de ses articulations. La nostalgie a pour objet le temps, notamment le passé ou l'avenir, et c'est une passion qui dure dans le temps. Elle ne se termine pas à un moment précis, comme la foudre ou l'explosion des colères. De plus, elle met en évidence les rapports entre la racine sensible et corporelle des sentiments et celle plus liée à la pensée et à la conscience de son état. Et surtout, elle met l'accent sur le rôle de l'imagination qui oriente le sujet en projetant ces simulacres souvent plus efficaces que les états des faits. Et les schémas proposés par Greimas peuvent être utilement employés pour analyser différents cas de nostalgie et les comparer entre eux. Son étude par de la nostalgie française, comme j'ai dit, c'est-à-dire de la manière dont son sens s'est déposé dans la culture française. Et cela peut également être un point de départ utile pour comparer les nuances des sens que l'on trouve dans d'autres langues et d'autres cultures. Alors, pour venir à la nostalgie et la ville,
comme ça. Je vais noter que Istanbul, c'est une ville qui provoque beaucoup de nostalgie. Et on va parler tout de suite d'Orhan Pamuk, bien sûr, mais il y a aussi un metteur en scène italo-turc qui s'appelle Ferzan Özpetek, que peut-être vous connaissez. Et ces films, surtout, pas seulement les premiers, mais les premiers surtout, thématisent la nostalgie de la ville, mais aussi son aspect mortifère, je dirais. Je ne sais pas si vous le connaissez et si vous êtes d'accord avec ça. Je pense par exemple au film Hamam, qui est de 1997. Les héros Francis hérite d'une tante, une hammam, vient à Istanbul pour les vendre parce qu'il est un architecte qui habite à Rome, très occupé et tout ça, mais il reste parce qu'il est fasciné par la ville et par les gens qui l'accueillent et qui ont connu sa tante. Et il reste, il décide de restaurer la hammam, mais malheureusement, il est tué parce que finalement, je vous dis la fin, je fais du spoiler, parce que il y a des exploitations immobilières et donc il y a une femme qui dirige une sorte de bande et qui, à un certain moment, quand tout va bien, va le faire tuer. Et Harem Soirée, c'est un autre film de 2 ans plus tard, c'est l'histoire d'une femme occidentale kidnappée dans les harems, qui est aidée par un fidèle serviteur. Rouge, Istanbul, 2017, donc assez récent. Et le héros revient à son tour à Istanbul, son invité disparaît et à la fin, il se jette pour traverser le Bosphore. Et on ne sait pas s'il arrivera à faire ça ou s'il disparaîtra aussi. Donc, ici, on souligne beaucoup le thème de l'impossibilité de la restauration ou du retour en arrière et du désespoir relatif. J'ai vu récemment, toujours sur Istanbul, une série Netflix que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Encyclopedia of Istanbul. Et là, c'est de nos jours l'histoire. Et c'est un conflit évident entre 2 femmes. La femme plus âgée, qui est chirurgienne, très émancipée, qui veut abandonner Istanbul pour aller à Paris, et une jeune fille qui vient à Istanbul pour étudier, mais sa mère est très traditionnelle et islamique, et la jeune fille est bouleversée entre ces 2 modèles. Elle n'arrive pas à choisir, et tout ça sur le fond de cette encyclopédie d'Istanbul, parce que la jeune fille étudie architecture, et donc à chaque épisode, elle se promène dans de différents quartiers. Et il y a aussi l'histoire de la ville qui va entrer comme si c'était un personnage important dans cette histoire que je ne trouvais pas si mal que ça. Je ne sais pas si vous me direz qu'est-ce que vous pensez. Mais alors, il y a aussi, je vais revenir justement sur Istanbul et Pamuk, mais
je voulais vous dire aussi que il y a d'autres villes avec lesquelles la nostalgie est complètement différente. Je pense par exemple à Wim Wenders qui a fait son film sur Berlin. Berlin, évidemment, c'est une ville qui vraiment matérialise l'histoire, si vous voulez, parce que partout vous avez les traces et la mémoire de notre siècle. Mais en particulier dans le film Un ange sur Berlin, et vous voyez la ville au moment où, avant sa dernière reconstitution, et peut-être vous vous souvenez qu'il y a un vieux poète qui se trouve tout à fait dépaysé dans celle qui deviendra Alexanderplatz et sera complètement restaurée, et qui chante la perte de la ville. Et en plus, vous savez aussi, et là c'est intéressant parce que de l'autre côté, il y a les anges qui petit à petit deviennent nostalgiques d'être humains. Donc, et ils descendront dans la vie humaine pour vivre avec les sentiments, avec les passions et tout ça. Et Berlin est aussi au centre d'une étrange nostalgie, c'est-à-dire la nostalgie, c'est-à-dire il y a un phénomène de nostalgie collective pour ce qui était la vie avant la chute du mur, non? Il y a par exemple un film là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Viva Lénine, qui est l'histoire d'un fils qui cherche à changer tous les signes du changement parce que la mère ne se rend pas compte du changement, et la mère est une militante marxiste résistante et qu'elle ne puisse pas tomber malade. Donc, vous voyez, c'est plutôt complexe. Et Paris aussi, bien entendu, c'est une ville, nous allons voir ça dans la deuxième partie, avec Woody Allen en particulier, mais c'est drôle parce que j'ai lu, par exemple, un petit texte de Marc Auger, l'anthropologue, qui dit finalement Paris n'a pas changé du tout dès que j'étais jeune, et donc il décrit la ville comme si rien ne s'était passé. Mais par exemple, Georges Perec dans Les Choses décrit minutieusement tous les objets qui appartiennent à la ville, en disant explicitement tout ça va être perdu, et donc par la littérature, par le langage, je vais préserver ça. Et bon, et finalement, je viens à votre prix Nobel, si j'arrive à trouver les documents. Et je considère en particulier deux livres. Et évidemment, la littérature ici rentre à tous les effets dans les arts de la mémoire. Et il y a des textes littéraires, j'ai en ai cité quelqu'un, qui explicitement parle de la ville et en tant que lieu de mémoire. Et en particulier, il faut dire que les textes, et là je me relis à ce qu'on disait hier,
On pourrait dire que les textes sont des musées potentiels, peuplés d'objets et de formes de vie pour leur même statut d'objet signifiant. Je pense justement à la dimension figurative dont on a écouté cette magnifique exposé ce matin, aux descriptions par exemple, et qui nous aident à créer les temps, les espaces et les acteurs d'une arrêt. Et les lieux, les objets dans lesquels les acteurs se bougent. Et souvent, ils disent beaucoup plus sur l'histoire qui est narrée de ce qui ne soit dit d'autre façon, jouant sur des points de vue et des perspectives qui, pour elles-mêmes, sont signifiantes. Et je cite Bertrand 2000. Et les langages, donc, il n'est pas seulement le lieu d'exercice de plusieurs pratiques d'exposition, et une sorte de garante de la conservation, et prend pour sa tâche, c'est topoi du langage de l'architecture. Mnémosine, qui est la mère des arts, se sert des lieux de la rhétorique pour composer ses textes. Et Philippe Hamon a dédié un livre à la relation très stricte entre texte littéraire, mémoire et exposition, justement ça s'appelle exposition, et qui devient très important sur le fond du rapport entre ville et littérature au XIXe siècle, qui est le siècle dans lequel la métaphore de la ville et du livre est tellement diffusée qu'il devient un thème émergent. La lecture est paragonnée et comparée au parcours à l'intérieur d'une ville. La ville a sa voix comme un livre à parcourir. Proust même parlera du revenir des lieux de son enfance par ses premières lectures. Exposition semble donc le terme guide et les catalysateurs de ces entrelacements dans son ambiguïté. En fait, elle peut être vécue ou décrite d'une façon dysphorique, comme perte de sens et de valeurs, ou bien selon des façons euphoriques, comme façon de dominium du monde réduit à un grand magasin très bien organisé, où la rationalité s'oppose au bric-à-brac. Je rappelle comme exemple de la première façon les magasins d'un Peau de chagrin de Balzac, qui dans son désordre chaotique ne promet rien de bien, où les internes, les appartements et les collections passées des modes qui sont décrites dans Nerval, en Sylvie de Nerval, et un exemple de la deuxième modalité, c'est au paradis des femmes, des dames de Zola, où l'ordre des biens du grand magasin est constamment changé par son directeur qui sait très bien comment transfigurer les façons d'exposer ses biens et séduire les clientes et pour les faire acquérir ça. La forte continuité entre différentes formes d'inscription textuelle et spatiale des vies et des mémoires entre littérature et ville est donc une matière du récit
et ça même dans la production de Orhan Pamuk. Il s'agit d'un écrivain hyper cultivé. Et dans son travail, il est évident la référence très, comment dirais-je, oui, la référence à l'ars mnemonica, qui, comme dans les De Oratore de Cicerone, puis ses racines dans les reconnaissances de la force évocatrice des images et des lieux, et auquel est déléguée surtout la collaboration des émotions, la force des images qui s'impriment dans la mémoire. En réalité, je vais faire référence à deux livres qui m'intéressent de façon particulière, c'est-à-dire Istanbul du 2003 et justement le Musée de l'Innocence du 2009. Et je reconnais dans ces deux livres deux moments d'un seul projet. Et le premier est un hommage à la ville explicitement autobiographique et en même temps encyclopédique, c'est-à-dire les personnels et les collectifs se joignent, et qui est illustré avec un extraordinaire ensemble d'images historiques et personnelles de l'époque qui est racontée et reconstruite entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Le deuxième livre, c'est une œuvre de fiction, un roman qui est à la première personne avec une stratégie d'énonciation décidément orientée au passage, à la transduction du plan de la narration à celle de la réalité. Ça, c'est très intéressant de ces romans. En particulier, si les héros du roman racontent d'avoir été capables de construire un musée avec les objets, les restes et les fragments de son obsédante histoire d'amour, l'écrivain même, parallèlement, est en effet capable de réaliser en même temps un musée qui correspond à ce qui est créé par les héros dans les romans. L'auteur empirique, c'est-à-dire ou bien un perfect homonyme, parce que il s'appelle comme il s'appelle, et à l'intérieur du roman comme un de ces personnages, les curateurs futurs du musée et celui qui écrit matériellement l'histoire. Et finalement, on découvre qu'il coïncide pour une délégation qu'il a reçue par les générés avec les générants. Peut-être vous vous rappelez ces jeux d'énonciation, c'est-à-dire que à la fin du roman, l'écrivain dit « J'ai reçu la charge de la part du héros d'écrire sa propre histoire ». Et de cette façon, on a une espèce de cercle parfait entre la vie vécue, sa reconstruction littéraire et sa reconstitution muséale, où le musée est l'espace des connexions entre individuels et collectifs, entre histoire personnelle et mémoire historique. Pamuk, effectivement, a construit à Istanbul un musée avec les mêmes caractéristiques de ce qui est raconté dans les romans. Et dans les romans, dans les derniers chapitres, vous trouvez l'étiquette qui peut être utilisée pour rentrer
dans les musées. Je ne sais pas si ça marche, je vais essayer demain. Et avec les plans du quartier Curcuma, dans lequel il se trouve. Et Pamuk même, il s'est défini homme des musées et a travaillé à la définition de l'espace intérieur avec l'étude d'architecture allemand Sander Plassmann. Et dans une interview, il affirme: la constitution du musée, c'est un processus long et complexe. Je travaille très intensément à sa conception. Le musée ne sera jamais complètement fini, sinon à la fin de ma vie. C'est un musée personnel, poétique et sentimental, plus que documentaire. Il abritera des peintures, des objets de la vie quotidienne, des petites vidéo-installations et des collections d'objets féminins. Dans le premier chapitre d'Istanbul, qui a pour sous-titre les souvenirs et la ville, s'appelle Un autre Oran. Et Pamuk trace les coordonnées non seulement géographiques à l'intérieur desquelles il inscrit son œuvre. Je cite: nous sommes arrivés au thème central. Du jour dans lequel je suis né, je n'ai jamais abandonné les maisons, les rues, les quartiers dans lesquels j'ai vécu. Et je sens que ce qui rend spécial mon histoire pour moi et à travers pour Istanbul consiste dans l'être resté toujours dans le même endroit. Et encore, je sais que mon inspiration très forte a l'attachement à la même maison, à la même rue, au même panorama, à la même ville, comme l'identité créative de ces écrivains comme Conrad, Nabokov et Naipaul. Mon identité créative a pris force de la même façon que pour ces écrivains que j'ai cités, Conrad, Nabokov, Naipaul, c'est l'exil et l'immigration qui leur ont guidé. C'est ma liaison avec Istanbul signifie que le destin d'une ville peut devenir le caractère d'une personne. Ce caractère est marqué par un sentiment de perte et ruine. Si Flaubert, 100 ans avant de sa naissance, de la naissance de Pamuk, imaginait que Constantinople serait devenue la capitale du monde, Pamuk naît au moment où, comme il écrit, Istanbul vivait ses jours plus faibles, plus pauvres, plus misérables et isolés de son histoire de 2000 ans. Les sentiments de chute de l'Empire ottoman, la désolation et la tristesse générées par les ruines dans la ville ont été pour moi, pour toute la vie, la caractéristique principale d'Istanbul. Et il concluait: j'ai passé mon existence en luttant avec cette tristesse ou bien m'habituant à elle comme tous les autres. Les panoramas que l'écrivain trace à propos de sa ville est très semblable aux situations culturelles que l'Ottoman définit de sommeil ou écoute. Quand une culture vive, au moins au méta-niveau des propres auto-représentations, un moment d'arrêt, une sorte d'intervalle dans propre traduction culturelle, souvent à cause d'une forme de domination extérieure. C'est une situation qu'on rencontre souvent dans des pays qui ont subi une dictature ou une occupation. Quand tant qu'ils se sont libérés, reste la nostalgie pour un passé euphorique, pour un équilibre quasi utopique qui s'accompagne à l'amertume pour la perte
et un sentiment d'incapacité à se reconnecter de façon vitale avec les passés perdus, comme d'ailleurs Greimas, qui était un émigré finalement, il faut aussi le rappeler, le disait. Et Pamuk, en ce cas, semble incarner la continuité souterraine et privée des peculiarités de l'ère culturelle de sa ville, comme s'il était la levure ou les chanteurs d'une possibilité de revenir de la domination autrui ou de la décadence. Une réémersion, un récupère de la mémoire, que ce sera les véritables moyens de cet affranchissement. Une récupération de soi, donc, comme l'élaboration d'une nouvelle subjectivité, une transformation de son propre passé, comme disait toujours Lothman, une traduction de la tradition. Et les héros d'Istanbul se demandent pourquoi il est né ici, dans cette ville destinée, outre que ville caractère. Aussi Istanbul, ville où je suis né et j'ai passé ma vie, pour moi c'est une destinée inexorable. Ce livre parle de cette destinée. La réponse pour parler et accepter cette destinée s'articule avec les souvenirs d'une fantaisie infantile développée dans les brèves périodes dans lesquelles, à cause de la séparation de ses parents, l'écrivain fut pour une période exilé du palais Pamuk, la maison de famille. Alors, il imaginait qu'un autre Orhan vivait dans un autre lieu d'Istanbul. Au lieu de s'angoisser, cette imagination était portatrice de curiosité et de consolation. L'alter ego de Orhan n'est pas rien d'autre qu'une figure de l'énonciation de la possibilité offerte par le langage à la subjectivité de ceux qui le pratiquent de sortir de soi-même. Dans les mouvements de débrayage, embrayage, projection à l'extérieur et retour vers soi-même pour se reconstituer de façon plus profonde et authentique dans un circuit dialogique qui nous parle d'une forme particulière d'efficacité du texte. Comme c'est seulement des contes de notre mère que nous apprenons quelque chose sur notre naissance, et si la nécessité d'apprendre les signifiés des situations que nous avons vécues et des plaisirs plus profonds par les autres advient. En particulier, Pamuk nous dit plusieurs fois, nous apprenons des autres les signifiés de la ville dans laquelle nous habitons, comme la vie que nous vivons. C'est comme ça que les Pamuk inscrits dans les textes, l'énonciateur énoncé reconstitue sa propre vie parallèlement à celle d'Istanbul, dans un montage joué sur l'axe de la continuité entre l'intérieur dysphorique du palais Pamuk, dans lequel il vit dans une espèce de réclusion familiale, et l'extérieur euphorique des rues, dans lesquelles parfois il évade avec sa mère. Et Pamuk, c'est-à-dire Pamuk énoncé, met dans son livre les contes et les témoignages de tous les visiteurs illustres de la ville qui évidemment l'ont précédé dans ces mêmes rues et l'ont aidé à voir sa ville. Melling avec les panoramas de Bosphore, l'encyclopédie d'Istanbul, les promenades de Nerval, de Gautier
et encore de Flaubert. Avec eux, il recueille une quantité de reproductions et surtout des photos des familles comme d'archives, en particulier de celui de Ara Güler, mémoire excellente de la vie d'Istanbul et de ses panoramas. Et l'image est publiée dans la note finale des photographies qui corrèdent les volumes, dans lesquels on dit de leur pouvoir au-delà de leur fonction mnestique. Je cite, chaque regard aux photos m'apprenait l'importance de la vie qu'on vivait et surtout de quelques moments soustraits à la vie même, protégés contre le temps et fixés dans un cadre. Et voilà comment tisser ensemble les plusieurs dimensions qui nous restituissent les sens au nom d'une ville. C'est un continuel travail des griffes inclusives est étroitement lié à la consolation qui provient de l'idée qu'il existe un autre rang à travers lequel se joindre à une autre existence, plus réelle, plus brillante, qui à la fin c'est celle qu'on peut atteindre par l'écriture, mais réciproquement aussi par la lecture du livre qu'on a entre les mains, ce qui tient ensemble des matériaux tellement différents qui ne peut qu'être une subjectivité très consciente de soi-même et en même temps ouverte au dialogue. Pamuk nous dit « Ce dépend de ton attention, cher lecteur. Je te offre honnêteté et toi, démontre-moi ton affect. » Et on fait la pause. Merci. Merci.